Allez, on est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 28 juin 2021. Au programme, comme tous les lundis, les prix des différents composants, cartes graphiques, processeurs, kits de RAM et SSD pour débuter. Ensuite, on verra rapidement des petites images du dernier moteur graphique d'Epic, l'Unreal Engine 5, avec quelque chose de plutôt pas mal, plutôt intéressant d'un point de vue visuel, tout en sachant que ça tourne avec du matériel qui ne coûte pas 5000 €, et ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc pourquoi pas des beaux graphismes à venir sur les prochains jeux faits avec ce moteur graphique. En tout cas, c'est vraiment joli. Ensuite, on passera directement aux écrans. Plusieurs news sur les écrans aujourd'hui. Tout d'abord, un écran AOC, écran plutôt orienté haut de gamme, avec quelques petits points noirs tout de même assez étranges. De ne pas avoir fait le choix de prendre tous les caractéristiques haut de gamme, quasiment tous, mais pas tous. On verra ça. On aura aussi les prix des nouveaux écrans Samsung Odyssey, donc le G3, G5 et G7 qui ont été annoncés la semaine dernière. Ces nouveaux écrans Odyssey qui sont plats et non plus incurvés comme l'étaient tous les autres écrans Odyssey. Et avec normalement des tarifs plus abordables, mais qui sont vraiment moins chers que les autres écrans, ou alors est-ce qu'ils sont juste plus abordables que les anciens écrans, enfin les autres écrans Odyssey Samsung qui sont en vrai très bons mais aussi plutôt chers. On va voir ça et on a quelques déceptions bien sûr. On finira sur les écrans avec un petit article qui regroupe plusieurs écrans avec comme titre quel écran pour le gaming en 2021. Alors comme d'habitude hein, ça fait des choix. Ils auraient pu faire des choix différents, ils ont fait ces choix-là. Il existe plein de modèles d'écran dédiés au gaming. Donc après, il y a aussi une histoire de budget, d'envie, de design. Mais c'est des choix intéressants et il y a aussi les petits critères à prendre en compte quand on choisit un écran, qu'est-ce qui est important et comment l'adapter à son utilisation. Et ça, c'est très important. On finira avec les news cartes graphiques. Pas énormément de news cartes graphiques en ce moment, ça change doucement en termes de disponibilité, en termes de prix aussi, mais pas sur tous les segments. Aujourd'hui, on a des petites news, des petites perfs sur les futures cartes graphiques Intel DG2, normalement des cartes qui seront dédiées au gaming, made in Intel. On en attend beaucoup, on a envie qu'ils viennent bousculer un peu le secteur. Et bah on sait pas trop quoi en penser. De toute façon, on est encore sur des informations sur des prototypes, donc on ne sait pas ce qu'il en est par rapport au matériel final qui sera vendu pour le grand public. Mais je me pose des questions tout de même. Je me pose des questions, je vous les poserai aussi, et de toute façon, c'est encore un peu tôt pour savoir réellement ce que ces cartes valent. On a une petite annonce d'AMD. Petite annonce qu'on a dû aller chercher, hein, bien sûr. C'est enfin listé dans les pilotes d'AMD les futurs RX 6600 qu'on attend avec impatience à l'heure actuelle. Les cartes dernière génération AMD sont pas mauvaises, clairement pas. Mais c'est que du haut de gamme. C'est que des cartes qui valent forcément cher et ça c'est un problème. Donc on attend les gammes plus accessibles, les cartes milieu, entrée de gamme, les cartes qui se vendront en masse, parce que c'est pas les cartes à plus de 1000 € qui se vendent en masse, croyez-moi. Donc on en attend beaucoup de ces 6600 et même pourquoi pas dans le futur des 6500 pour avoir vraiment de l'entrée de gamme, des cartes très accessibles. Vraiment, j'en attends beaucoup. Comme les 3050 hein, de Nvidia qu'on attend aussi avec impatience pour les ordinateurs de bureau. Va falloir les sortir les gars. On finira avec les stocks et les prix
à un instant T, hein. De toute façon, c'est forcément comme ça, hein. Les stocks et prix fluctuent, mais on verra à un instant T, voir ce qu'on peut acheter. Et effectivement, il y a des références qui reviennent. Après, en termes de prix, bah, on est toujours plutôt dans des cartes haut de gamme, hein. C'est ce qui est le plus disponible actuellement. Et forcément, ça frustre pas mal de monde et je le comprends bien. Mais du coup, après ce petit sommaire, on va démarrer direct avec les prix et commencer avec les cartes graphiques. On commence avec les cartes graphiques, on finit avec les cartes graphiques et la boucle sera bouclée. Incroyable. Cette semaine, donc du coup la semaine dernière, parce que forcément on fait un bilan des prix donc sur ce qui s'est passé. Et on ne peut pas prévoir le futur, hein, clairement pas. On a pas mal de changements sur les cartes graphiques, des hausses et des baisses. Pas toujours aux endroits qu'on aimerait, malheureusement. On commence chez AMD avec d'abord une hausse sur une carte qui est pas dernière génération, les RX 5500 XT avec 4 Go de mémoire dédiée qui passe de 250 à 310 €. Une sale hausse pour du entrée de gamme génération précédente, ça fait quand même un peu mal, on va pas se mentir. Ensuite, on a la 6700 XT qui elle aussi augmente. Après, là, c'est un peu une autre histoire parce que effectivement, elle augmente. Elle passe de 640 à 830 €. Énorme augmentation au passage. Mais en réalité, c'est juste que c'est la réalité du marché. Les cartes qui se vendent à l'heure actuelle, les 6700 XT, se vendent plus à partir de 830 € et plus, plutôt qu'à partir de 640. Et en fait, j'imagine que les cartes à 640 étaient des cartes qui étaient référencées à ces prix, mais qui n'ont pas ou peu été vendues à ce prix-là, comme ça a pu être fait pour d'autres cartes. Donc c'est plus un reflet de la réalité du marché actuel de les mettre à 830 €. Effectivement, il faudra débourser au moins 830 € pour avoir une 6700 XT. 6700 XT qui est l'entrée de gamme de la dernière génération, enfin pas vraiment l'entrée de gamme normalement, mais le moins cher de ce qui est sorti de la dernière génération AMD. Du coup, ça fait un peu mal. Au niveau des 6800, on est aussi sur une belle hausse, hein. On passe de 780 à 1030 €. Encore une fois, reflet de la réalité du marché. Donc il n'y avait pas de 6800 à 780, en tout cas moi j'en ai pas vu et je regarde tous les jours. 6800 XT, même histoire, on passe de 830 à 1200. Franchement, ces hausses sont vraiment énormes, mais effectivement c'est le prix auquel se vendent les cartes. Attention, c'est pas le prix juste, hein, c'est le prix auquel elles se vendent. Et enfin on a la 6900 XT qui n'est pas non plus épargnée, mais qui est aussi effectivement à partir de 1680 qui est le prix de la Saphir Nitro Plus sur Top Achat, qui est effectivement la moins chère des 6900 XT qu'on voit régulièrement en stock. Donc des hausses énormes, mais des prix qui représentent la réalité du marché à l'heure actuelle. Il faudra débourser ces sommes-là pour acheter ces cartes AMD dernière génération. Et forcément, la 5500 qui fait aussi très très mal, hein, parce que du coup, entrée de gamme, génération précédente, et une hausse très importante aussi. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité et au moins on ne vous ment pas, parce que les prix, les anciens prix n'étaient pas vraiment les prix appliqués dans les boutiques. Donc c'est mieux quand même de ne pas avoir de mensonges et de savoir la réalité, même si ça fait mal. On passe chez Nvidia, et chez Nvidia c'est un peu différent, on est moins dans les hausses totales, parce que eux ils avaient commencé à déjà arrêter de tricher, à déjà enlever les cartes qui étaient référencées à des prix auxquels elles n'étaient pas vendues. Donc on a des hausses et des baisses. On commence avec les hausses, et les hausses font un peu mal parce qu'on est encore une fois sur plutôt des cartes qui sont censées être accessibles, et en plus ici la 1660 qui est du coup un peu plus ancienne et pas du tout dernière génération, même pas génération juste avant, vu qu'on avait les 2060, qui passe de 370 €, ce qui est déjà très cher, à 500 €. Et là, n'achetez pas des 1660 à ce prix-là, je vous en prie, ça fait bien trop mal. On a la 3060 qui augmente aussi, donc encore une fois, là on passe sur la dernière génération, mais ce qui est la 3060 qui est les moins chers
dernière génération, vu qu'on n'a pas en dessous, on n'a pas 3050 Ti et 3050 pour les ordinateurs de bureau. Et on passe de 470 à 510 euros. On n'est pas sur une hausse massive, on est sur une hausse conséquente tout de même. Et encore une fois, vu que c'est l'entrée de gamme, ça fait quand même plutôt mal de dire que l'entrée de gamme se fait comme ça un peu victimisée. Euh, mais on a aussi des baisses, donc on peut un peu contrebalancer chez Nvidia et ça fait plaisir. Du coup, on a une baisse sur la 1660 Super qui perd 100 euros, mais qui reste à un prix au-delà de 400 euros, ce qui est trop cher dans tous les cas. Franchement, on a la 1660 Super qui limite moins cher que les 1660 à l'heure actuelle, mais qui reste trop cher. Donc imaginez le prix des 1660 et ne les achetez pas, je vous en prie. Mais on a aussi des baisses sur les dernières générations. Et ça fait quand même un peu plaisir. On a la 3070 qui baisse 200 euros et qui se retrouve avec des premiers prix aux alentours de 700 euros. Qui reste très peu de temps en stock, très peu de temps, mais ça existe. 3070 Ti qui perd aussi une centaine d'euros, même 150 ici, qui passe de 980 à 830. Et oui, encore une fois, il y en a qui restent très peu de temps en stock parce que du coup elles sont intéressantes par rapport au prix des autres, mais il y en a. Pareil sur les 3080 qui perdent 40 euros, les 3080 Ti qui perdent aussi 250 euros, qui passent de 1790 à 1530. 80 pas ah 260 euros, perdent 260 euros, t'es perdu. Et on a les 3090 qui perdent 20 euros. 3090, elles auraient presque pu ne pas perdre, ne pas descendre en prix. Les 3090 sont quand même très à part, qui visent plutôt un marché de professionnels qui ne seront pas bridés pour miner de la crypto-monnaie. On les laisse vraiment à part et de base on est sur l'ultra haut de gamme des RTX 3000, donc voilà, on n'a pas le même public visé, c'est un peu différent. En tout cas, c'est pas la folie encore sur les cartes graphiques, mais on voit des petites baisses tout doucement sur les séries 30 de Nvidia, notamment à partir de la 3070. Malheureusement, les 3060, pas vraiment, mais on voit un début et on voit les prix qui baissent lentement. Ça, par contre, je vous l'accorde, c'est lent, mais ça baisse. Et en vrai, ça fait quand même du bien. Après des semaines et des semaines de hausse conséquente, d'avoir un peu des prix qui baissent et une disponibilité accrue, même si malheureusement, ça passe d'abord par le segment haut de gamme et pas par le matériel qui est plus accessible. Ça, forcément, ça me chagrine un peu. Mais encore une fois, c'est la réalité du marché et c'est aussi sur les cartes haut de gamme qui font le plus de bénéfices. Donc voilà, voyez-y ce que vous voulez. On continue avec les prix des processeurs et là, pas beaucoup de changements cette semaine et en vrai, c'est pas mal. On a des prix plutôt intéressants. On a quand même quelques changements, petits changements tout petits. Petite baisse sur le i5 10400F qui perd 5 euros, il se retrouve à 145 euros. Voilà, ce qui le rend encore plus intéressant, notamment pour une config gaming avec un budget assez réduit. Vraiment, c'est un très bon processeur pour une config gaming avec budget réduit. On a aussi, et là un peu plus étonnant, le 10900K, donc le i9 10e génération, qui est un monstre et qui n'a pas été reproduit tel quel en 11e génération, vu que le i9 11e génération n'a que 8 cœurs. Lui, il perd 110 euros. Il reste cher, hein, mais il perd 110 euros. Et il se retrouve à un peu moins de 500 euros, 480 chez alternate.fr. Honnêtement, à ce prix-là, c'est cher, mais c'est plutôt intéressant. On est quand même sur quelque chose de très solide, hein. Donc en termes de perf. Donc si vous avez besoin d'un gros processeur vraiment costaud, ça peut vous intéresser. Encore une fois, il est difficilement comparable au i9 11e génération qui a moins de cœurs, donc peu différent. On a aussi quelques changements, mais je dis bien que quelques changements chez AMD. On a fini chez Intel. On a un seul, on a le Ryzen 9 3950X, donc le plus haut de gamme des Ryzen 3000.
processeur qui a 16 cœurs si je ne me trompe pas, donc un vrai monstre, qui baisse, passe de 820 à 750 en gros, donc il est moins cher. Mais en vrai, si vous êtes prêt à mettre plus de 700 € dans votre processeur et que vous avez vraiment besoin d'un processeur avec 16 cœurs, peut-être que vous pouvez vous tourner vers la dernière génération qui est à peine plus chère, coûte 800 €, donc ça fait 50 € de plus pour avoir la dernière génération. Quand on est prêt à mettre plus de 700 €, est-ce qu'on est encore à 50 € de différence? À vous de voir. En tout cas, là, effectivement, moi je conseillerais à des gens prêts à mettre aussi cher dans leur processeur de se tourner vers la dernière génération. Quitte à mettre aussi cher, autant avoir du matériel de pointe. Donc pas si intéressant que ça à ce prix-là, donc assez logique qu'il baisse, forcément. On continue avec les kits de RAM, et là, assez peu de changements aussi. C'est une semaine avec assez peu de changements. À part les cartes graphiques, c'est plutôt très calme. On a juste Corsair qui a décidé de d'affiner un peu ses prix avec une petite hausse d'1 € sur son kit très haut de gamme Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 Go à 3600 MHz. Et sinon, des petites baisses sur ces Corsair Vengeance LPX en 3000 MHz, 3200 et sur les Vengeance RGB Pro à 4000 MHz qui sont de base très chers. Vous voyez, de base c'était 160 € pour 2x8 Go, on passe à 130 €, ce qui reste plutôt cher pour 16 Go de RAM, mais à 4000 MHz. Donc très peu de changements, toujours des prix plutôt intéressants sur la RAM là-dessus. On est quand même, contrairement aux cartes graphiques où on a eu des temps difficiles, le reste, les processeurs, ça va. Mais surtout RAM et SSD, on est vraiment sur des bons moments, des prix plutôt bas et assez peu de hausse. Donc plutôt des temps sympas pour acheter du matériel de ce genre. On finit avec les SSD et pareil, très peu de changements. On a des petites hausses sur du matériel qui était en baisse la semaine dernière parce que promo, les SSD SATA Crucial BX500 et MX500. Donc voilà, ils reviennent à leur tarif normal en fait. C'est plus ça qu'il faut comprendre. On a aussi quelques baisses sur du matériel un peu plus haut de gamme. Le Samsung NVMe Gen 3 qui est plutôt très performant en termes de débit, qui perd 10 €, qui se retrouve à 80 € pour 500 Go à environ 3000 émosecondes. Et sinon, vous avez encore plus performant Corsair Force MP600 de 1 Tera qui retourne à 180 €, ou le Aorus Gen 4 1 Tera, lui aussi à un prix plutôt élevé, 189 €, mais on est sur déjà un gros SSD 1 Tera et surtout des débits très performants, donc pas dédié forcément à tout le monde, et forcément on le paye. Encore une fois, et j'ai tendance à effectivement beaucoup le répéter quand on fait les prix des SSD, mais des très bons prix encore à l'heure actuelle, toujours pas impacté par le Chia. Peut-être qu'on le sera jamais, et je le souhaite, parce que j'ai pas trop envie de voir les supports de stockage flamber, mais on se pose encore des questions, et ça peut arriver, donc il faut rester prudent. Pour l'instant, on est bien. Honnêtement, si vous deviez acheter des SSD quand même, il fallait mieux les acheter la semaine dernière lors des Prime Days où il y avait beaucoup, et on en a traité pas mal, des promos sur les SSD, différents formats, différents débits, différents prix, pour tout le monde, même en externe, interne, externe, M2, 2,5 pouces, il y avait pour tout, et à des prix ultra intéressants. Donc si vous ne l'avez pas fait, dommage. Les prix restent très bien, mais effectivement les promos c'est toujours... Les bonnes promos plutôt, c'est toujours intéressant. On continue avec un peu de beauté graphique. On va voir ici une petite démo faite sous UE5, donc le dernier moteur graphique d'Epic. Ici on a un truc qui va être très beau, vous allez voir. On est dans une forêt, voilà, les petites images avec des beaux jeux de luminosité, tout ça.
Ce qui est important à souligner, c'est que cette démo graphique du coup tourne avec un moteur de jeu, donc ça peut potentiellement être un jeu. On n'est pas sur une cinématique, on est sur un vrai moteur de jeu. Et deuxièmement, ça tourne sur une config équipée d'une 3070. Ça tourne entre 40 et 50 images par seconde. Donc, on est sur une config dernière génération. On n'est pas sur une config à 5000 euros. On a une 3070 qui est déjà très bien, mais ce qui n'est pas 4 3090. Hein, il faut remettre dans le contexte. Du coup, potentiellement, c'est le genre de truc qu'on peut voir arriver dans un futur assez proche avec ce moteur graphique et tourner sur du matériel qui ne vaut pas 5000 euros la machine. Et c'est aussi ça qui fait très plaisir de voir des graphismes comme ça. On va les voir ensemble. Je vais enlever un peu le son. On va les voir ensemble, mais des très beaux graphismes, une très belle expérience qui tourne sur une machine correcte et pas un truc monstrueux. Et vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose qui est très beau et on est dans un univers calculé en temps réel, hein, donc on n'est pas sur une cinématique quoi que ce soit, c'est comme si on était dans un jeu. Et honnêtement c'est quand même très très beau, c'est plutôt très fluide et pourtant très beau. Il faut savoir que ça tourne en 1440p. On n'est pas sur de la 4K, mais on n'est pas non plus sur du Full HD, donc représentatif d'une expérience de gaming un peu avancé sans être extrême en allant chercher la 4K. 4K qui est encore très gourmande, mais on voit que c'est quand même très beau, l'éclairage, les reflets. Je vais vous montrer d'autres petits passages. Moi je trouve ça bluffant. Vous voyez là il change l'heure, ce qui change du coup la luminosité, c'est assez fou. Il change c'est la latitude, je crois. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment bluffant, je trouve ça beau. Et il faut voir ça comme une expérience de jeu. Alors oui, là, on est uniquement spectateur, mais potentiellement, ça peut être un jeu du futur avec ses graphismes et ses illuminations qui, du coup, tournent avec suffisamment... Malheureusement, on est en dessous des 60 images par seconde, mais on est aussi sur une démo. Il y a toujours moyen de peaufiner les choses. Je trouve ça quand même assez bluffant. Est-ce qu'on peut avoir une... Regardez-moi ça, le coucher de soleil! Non, en vrai, c'est vraiment beau. Ça donne envie de voir les jeux du futur. Hein. En vrai, c'est à ça que ça doit ressembler graphiquement et d'aller pousser un peu les graphismes pour créer une immersion toujours plus grande. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc je voulais vous le montrer. C'est juste pour la beauté des yeux. Et en plus, ça fait une très belle transition, parce qu'après, on va parler d'écran, donc la beauté des yeux, les écrans, tout ça. Et d'ailleurs, on enchaîne sur les écrans, on commence avec AOC qui nous présente quelque chose qui est devenu, en vrai, depuis la, allez, on va dire la sortie des nouvelles consoles, pour faire simple, on va dire ça, il y a eu deux écrans vraiment très typiques qui sortent. Les écrans 4K qui ont 120, un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus, 120 ou 144 en général, et les écrans 1440p avec un taux de rafraîchissement de pareil. Les 1440p c'est 144 Hz ou plus, on va rarement chercher uniquement les 120, vu que la résolution 1440p est en général pas gérée par les consoles de jeu. Donc AOC, grande marque d'écran, doit bien cocher les cases et faire les écrans typiques. On a ici le droit au fameux écran 4K 28 pouces 144 Hz avec un temps de latence de 1 milliseconde. On adore. Très, très classique au final. On est sur vraiment quelque chose qu'on a vu chez à peu près toutes les marques ces derniers temps. Un design à l'AOC avec des petits liserés rouges et petits liserés en rappel sur le pied. Design d'un écran classique de chez AOC, il fera 28 pouces. Petit point noir, et honnêtement pour moi c'est quand même pas un si petit point noir que ça. En termes de connectique, on n'a pas d'HDMI 2 points. On regrette, on est quand même sur la 4K, le 144 Hz, potentiellement
une petite PS5 ou Xbox Series X à brancher dessus pour avoir une super expérience de jeu, mais du coup bah non, parce que pas d'HDMI 2.1, ça c'est un peu triste. On a le DisplayPort 1.4 pour les joueurs PC, hein, vous en faites pas, les joueurs PC, on pense toujours à vous. On a aussi, et ça on voit que c'est plus du coup dédié au PC, on a un hub USB 3.2 avec 4 ports, ce qui est beaucoup. On a également la prise jack pour le son classique, mais aussi des enceintes, 2 enceintes de 3 watts. Ça suffira pour entendre suffisamment. On n'est pas sur un système son, mais ça fera le taf. Sinon, bah, prise en charge VESA, ça classique maintenant. Il est bien sûr réglable, hauteur, inclinaison, rotation, mode portrait. Ça on espère, vu le prix, parce qu'on est quand même à 739 € pour cet écran. Écran bien sûr qui coche beaucoup de cases, sauf l'HDMI 2.1, on regrette. Disponible à partir de août 2021. Voilà, l'arrière AOC très classique. En vrai, il manque quand même cet HDMI 2.1 qui fait un peu tâche pour avoir un peu l'écran gaming ultime, console, PC, ce que vous voulez. Là, ils auraient pu le brander écran gaming ultime. Pas d'HDMI 2.1, donc plus l'écran gaming ultime PC. Ok. Un peu cher pour un 28 pouces, mais le 4K 144 Hz se paye encore très cher. Donc à vous de voir si vous êtes fan d'AOC, si vous avez les moyens, ça peut vous intéresser. J'avoue que je sais pas trop combien coûte au moins cher un écran 4K 144 Hz, pas trop grand, parce que là on n'est pas trop grand, on est sur du 28 pouces. Mais je pense qu'il y a un peu moins cher. Après, pas sûr qu'il y ait beaucoup moins cher. Malheureusement, on est ici à 739 €. Je pense que ça doit être à peu près les normes du marché à l'heure actuelle. Et oui, les écrans gaming 4K coûtent encore et toujours très cher. Toujours sur les écrans, et là on va parler de prix, on les avait déjà présentés, ces nouveaux Samsung Odyssey G3, G5, G7, ces écrans qui sont plats et non plus incurvés comme pouvaient l'être les autres Samsung Odyssey. On est aussi sur des formats un peu plus petits parce on va du 27 au 24 pouces pour ces écrans, alors que bon, on connaît le G9 qui fait 40, je sais même plus, 49 pouces, un truc comme ça. 49, 32, 27 à l'heure actuelle. Du coup, on a trois modèles qui sont plats, qui vont du coup de 1440p. Attendez, non, je dis des bêtises, c'est ça? Si, non, c'est ça. On a le G7 qui est en 1440p. Pas du tout. Pas du tout. Le G7 il est en 4K, voilà, 4K 144 Hz. Le G5 est en 1440p, 165 Hz. Et le G3 est en Full HD 144 Hz. Voilà. C'est ça l'histoire. Tous des Dalvea et le G-Sync disponible sur le G7 et G5, mais pas le G3. Et du coup, on a enfin les prix de ces écrans, et pour le coup, c'est un peu salé. Du coup, ici, le prix plancher pour le G3 24 pouces, qui est du coup Full HD 144 Hz, mais qui n'a pas le G-Sync, et qui n'a pas une milliseconde de temps de latence. On coche pas toutes les cases. On est à 260 €, ce qui est quand même plutôt cher, honnêtement. On le verra après, parce qu'après on a une petite sélection d'écrans gaming, donc plutôt cher. Si vous voulez le G3 en grande taille, 310 €, là aussi plutôt cher, parce qu'on est encore sur du Full HD 144 Hz, juste FreeSync 27 pouces, 310 €. Le G5 qui est du coup 1440p 165 Hz se retrouve à 579 €. Et le G7 qui est lui 4K 144 Hz se retrouve à 869 €. Donc vous voyez, plus cher que l'écran AOC. Oui, c'est quand même plutôt élevé, hein. Je pensais qu'ils allaient arriver avec des trucs un peu plus accessibles, notamment pour le G3. Et je trouve que les G3 sont chers
Et même le G5 est plutôt cher ici à presque 600 € pour un écran 27 pouces, 1440p, 165 Hz qui est devenu un cas typique. Ils ont sorti eux aussi leur 2 typiques. L'écran 4K 144 Hz et l'écran 1440p 165 Hz, c'est les grands classiques du moment. Donc des écrans qui sont plutôt chers. Après attendez-les en promo, ils seront peut-être plus intéressants. Pas mal de promos en ce moment, notamment sur les Odyssey ancienne génération, donc les écrans incurvés, tout ça, avec parfois des écrans plutôt intéressants. On enchaîne avec une petite sélection des écrans pour jouer aux jeux vidéo. Alors, déjà, il faut remettre dans le contexte, ça dépend à quoi vous jouez, déjà. Ensuite, ça dépend de votre budget aussi, parce qu'un écran peut vite coûter très cher. Et dernièrement, ça dépend aussi de votre PC, ou du moins de votre machine si vous jouez sur console. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins suivant les configs qu'on a. Si vous avez une config petit budget, ça ne sert à rien d'aller chercher un écran par exemple 240 Hz parce que votre machine ne sera jamais capable de fournir les 240 images par seconde ou plus pour alimenter convenablement votre moniteur. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Et ensuite on a un petit... en vrai ça c'est c'est un peu simpliste, mais c'est un peu vrai. C'est un peu une bonne représentation, on en aura un peu plus après. Mais là, on a un top 3 qui est assez intéressant, même si on aurait pu faire d'autres choix. On a ici le favori qui est très typique. On est sur du 27 pouces, 1440p, 165 Hz. Vraiment très très classique. Ici à 400 €, un écran Asus TUF, avec FreeSync compatible G-Sync, plutôt intéressant, mais 400 € tout de même. Et pour profiter pleinement de ce moniteur, il faut déjà avoir une config déjà plutôt solide. Il faudra aller chercher une résolution plus haute que le Full HD, donc ce qui est déjà gourmand. Et si vous voulez avoir 165 images par seconde ou plus avec cette résolution plus haute que le Full HD, il faudra aussi la carte graphique qui va bien et qui a assez de puissance pour fournir toute cette demande d'images. Voilà, premier point. Ensuite, on a le petit budget. Ici, un BenQ Zoe qui a très très longtemps été la norme pour le jeu compétitif. Hein. Celui-là, notamment pour les FPS, avec des avantages qui sont intéressants uniquement pour les FPS. D'un point de vue caractéristique, on est sur du classique 24 pouces, Full HD, 144 Hz. Le petit point plus, le petit bonus de cet écran, c'est qu'il prend en charge plein de résolutions, parfois un peu étranges, notamment pour les joueurs de FPS qui allaient chercher du 4 tiers étendu ou ce genre de truc un peu étrange. Lui, il prend ça en charge nativement. C'est un peu un pas un crocodile, un dinosaure. Mais il fait toujours très bien le taf et il reste très 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 performant. Ce sera peut-être pas l'écran le plus beau en termes de couleur et d'image, mais en termes de perf, notamment pour le jeu, ça marche très bien. Et bien sûr, de l'autre côté, ils ont pris quand même un extrême. On prend le G9, donc c'est bien ça, 49 pouces. Le G9, donc l'écran ultime Samsung Odyssey. 49 pouces qui représente du coup deux dalles de 27 pouces collées. Voilà. Hein. Bien sûr, il a le G-Sync, il a 240 Hz. En résolution, il a du 1440p ultra étendu, hein, pas juste large, ultra large. Donc voilà, truc étrange. Hein. À 1340 €. Petit prix, bien sûr. Mais bon, on est vraiment dans l'extrême. Sinon, ils ont sélectionné, alors ça c'est le favori, hein. Ils en ont sélectionné d'autres, si je me trompe pas, celui-là c'est l'entrée de gamme. Ils ont pris pas mal d'Odyssey. Là, ils ont pris le G5, du coup en 27 pouces, 144 Hz, 1440p. Celui-là est incurvé, hein, on ne parle pas du dernière génération qui est plat.
Donc on a celui-là entre 270 et 300 euros en gros. On a le G7, un peu étonné. Ils ont pris le G7 27 pouces aussi. Il faut savoir qu'il existe aussi en 32. Donc lui pareil, un 1440p mais 240 Hz pour celui-là. Pour aller chercher un peu plus le gaming compétitif vraiment de haut niveau. Encore une fois, il faudra avoir la machine pour fournir les 240 images par seconde ou plus. Tout dépendra aussi du jeu forcément, mais voilà, il conseille une 3080 ou une 6800 XT, donc une carte qui à l'heure actuelle coûte plus de 1000 euros, ce qui est un certain prix. Celui-là on le retrouve entre 550 et 650 euros. Donc on est déjà bien monté en gamme. On a le G9, bon, G9 on va pas revenir dessus parce que c'est un monstre. Mais on a aussi, voilà, on ressort un BenQ Zoe. Celui-là plus actuel. Encore une fois, on est tout pour le gaming compétitif. On reste sur du Full HD, on reste sur un petit format, mais on va chercher les 240 Hz. On est sur la fluidité poussée à l'extrême et voilà, ça c'est, on se le cache pas, pour le fast FPS compétitif, Fortnite, CSGO, COD, ce genre de truc, ça peut faire la diff quand on est rendu à un tel niveau de compétition, un tel niveau de talent de tous les côtés. Et bah effectivement, la moindre milliseconde et la moindre image supplémentaire par seconde peut faire la différence. Et c'est là-dessus que va jouer les BenQ Zoe. Après, si vous êtes un joueur un peu plus casu, oubliez 240 Hz. 144 c'est déjà très bien. Si vous avez une bonne config, vous pouvez aller chercher le 1440p. Sinon, restez sur du Full HD. Votre carte graphique vous remerciera. Et encore une fois, ça dépend de votre utilisation. À l'heure actuelle, ce qu'on vend comme écran ultime pour tout le monde avec une bonne config, c'est les écrans 1440p, 144 ou 165 Hz en taille 27 pouces en général. Voilà, c'est ce qui se fait le plus et ce qui est le plus recommandé. Ça fait assez peu de compromis, vous allez avoir une haute résolution pour votre jeu solo, vous pouvez avoir les 144 Hz ou plus pour le jeu un peu plus nerveux et compétitif ou en ligne. Donc assez peu de compromis et vous en trouvez pour des prix assez corrects, comme par exemple le Asus tout premier, qu'on retrouve en gros à 400 euros, qui fait assez peu de compromis. Après, vous pouvez aller chercher la 4K si vous avez une très grosse carte graphique. Vous pouvez rester en Full HD si vous avez une petite carte graphique. Vous pouvez aller chercher les 240 Hz si vous êtes à un haut niveau de compétition et que vous avez besoin d'optimiser la moindre frame. Les écrans 360 Hz, pas trop encore, c'est un peu compliqué, c'est encore les débuts et encore une fois il faut la machine pour fournir les 360 images par seconde ou plus, ce qui peut être compliqué. Mais en vrai, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix et ça c'est plutôt cool. Vraiment, les écrans c'est un des trucs où il y a vraiment, que vous vouliez mettre 50 euros dans votre écran ou 5000, vous trouverez un écran qui est fait pour vous et qui remplira les conditions que vous voulez. Après, forcément, plus on va chercher des caractéristiques premium, plus on les paiera, plus on paiera cher l'écran, forcément. C'est souvent le cas. Mais c'est vrai que c'est un écran, c'est un marché assez diversifié et il y en a vraiment pour tous les goûts et ça, c'est plutôt cool. On finit avec les cartes graphiques et on commence d'abord sur les cartes graphiques avec Intel. Et oui, étonnant, hein, Intel, les cartes graphiques. Mais on nous parle depuis quelques temps de ces DG2, ces fameuses cartes graphiques Intel qui seraient dédiées au gaming, qui voudraient venir concurrencer les gros noms du marché, c'est-à-dire Nvidia et AMD. Et on a des petites infos via des outils de benchmark. Alors, comme souvent, on a juste des scores et très peu d'informations. Mais du coup, on en profite pour comparer ces scores à d'autres machines, d'autres matériels qu'on connaît bien. Même si on sait que le matériel testé du côté d'Intel
est encore du matériel prototype, donc il peut, oui ou non, peut-être correspondre aux caractéristiques du produit final ou pas. Donc on reste prudent. Ici, on serait sur le modèle avec 256 EU. Du coup, le modèle, l'entrée de gamme du gaming vraiment, ça a l'air d'être un peu ça. Il y a 2 modèles qui sont avant, qui ont l'air quand même très légers pour du gaming. Ça a l'air d'être plus de la bureautique plus que vraiment du gaming. Et alors que celle-là pourrait être vraiment l'entrée de gamme du gaming, du réel gaming. Du coup, on est intéressé. On n'a pas de prix bien sûr, mais on a un peu de performance. Visiblement, en termes de performance, ça arriverait au niveau d'une GTX 1050, ce qui n'est quand même pas fou. À noter en plus que cette carte aurait 8 Go de mémoire dédiée, ce qui est quand même pas mal, ce qui est plutôt beaucoup. Et à noter en plus que ça a été testé avec du coup un processeur 12e génération de chez Intel qui n'est pas encore sorti aussi et qui devrait normalement voilà, permettre d'accentuer un peu les perfs par rapport aux générations précédentes d'Intel. Donc on ne sait pas trop quoi en penser, c'est un peu compliqué de se dire que elle arrive tout juste au niveau d'une 1050 avec 8 Go de mémoire dédiée et dans une config avec un processeur du futur. On en attend beaucoup de ces cartes. Intel est un peu arrivé en mode on va chambouler un peu ce qui se fait actuellement et bouger les 2 gros mastodontes des cartes graphiques. On attend encore et toujours qu'une carte sorte vraiment et voir ce que ça donne réellement en termes de perf. Voir s'ils arrivent à chatouiller un peu les cartes Nvidia et AMD. Il est fort probable qu'au niveau du haut de gamme, très haut de gamme, ça soit très compliqué. Mais je pense qu'ils ont quand même un gros coup à jouer sur l'entrée de gamme et le milieu de gamme, aussi bien en termes de prix qu'en termes de disponibilité, ce qui peut être encore une fois un des gros atouts d'Intel, d'avoir une disponibilité accrue par rapport aux autres. Il faut voir ce que ça donne en termes de perf, de toute façon ce sera le test ultime. Qu'est-ce que c'est une carte pour le gaming, qu'est-ce que ça donne quand on lance un jeu qui demande un peu de performance. Il n'y a que comme ça qu'on saura ce que valent les cartes. Mais j'en attends pas mal. Je sais qu'Intel travaille dur dessus. Et ce serait un bon moyen pour Intel de reconquérir une fanbase. Franchement, il y a beaucoup de gens qui râlent sur les cartes graphiques, souvent à raison, ces derniers temps, et arriver un peu en mode chevalier blanc avec des cartes plutôt accessibles, disponibles, sans avoir des prix abusés, et vraiment avoir ce côté accessible à tous, ça peut être un très très bon plan. Donc à voir ce qu'ils font derrière, à voir quelle vision des choses ils ont. Mais on en attend beaucoup et j'espère que ça va arriver parce que les cartes accessibles, à l'heure actuelle, c'est encore et toujours compliqué. Continue chez AMD avec le listing enfin des RX 6600 dans les pilotes. Voilà, on les a là. 6600 XT, 6600M et 6600 tout court qui arrivent dans les pilotes AMD. Mais toujours pas présenté officiellement, toujours pas de prix, toujours pas de perf. Et on en a marre que les moins chers soient des 6700 XT à plus de 800 euros. Donc quand À quand À quand S'il vous plaît, du respect. Yo Kid Cash. Non mais en vrai, et pareil du côté de Nvidia, moi j'attends les 3050 et 3050 Ti. Alors oui, ce sera pas des monstres de puissance. Non, ça permettra pas de jouer à Cyberpunk en 4K, ray tracing, tout ce que vous voulez à 240 images par seconde. Non, mais ce sera les cartes les plus vendues, ce sera les cartes que le plus de personnes peuvent se payer. Et du coup c'est quand même ce qui est en vrai le plus intéressant pour le monde et pas pour le petit marché des gens qui sont prêts à mettre 5000 euros dans leur config. Donc j'ai hâte et je trouve qu'ils font un peu trop traîner les choses, aussi bien du côté d'AMD que d'NVIDIA. Surtout qu'NVIDIA les ont sortis pour les plateformes mobiles et toujours pas pour les plateformes de bureau. Et ça dégoûte un peu.
On finit avec les stocks et les prix. Ça, c'était ce qu'il y avait de disponible ce matin. Vous voyez la carte la moins chère, une 1660 tout court, hein. Ni TI, ni Super, à 409 euros. Après, on avait des 1660 Super plus chers, 1660 Ti aussi plus chers. Voilà, hein, là, on est à 450 euros. Et après, bim, gros espace, on se retrouve à 869 euros avec une 6700 XT. Bien sûr, on fait que monter, hein. 6700 XT, du coup, qui vont de 869 à 969. Ok. Est-ce que les... Ça, c'est la ASRock qui était à 1000... On va aller voir ça après, mais visiblement, il y a encore eu des baisses sur les 6700 XT, notamment chez ASRock, qui avait longtemps abusé sur les prix. Ensuite, on retrouve des 3070 à partir de 980 euros. 3070 Ti à partir de 1020 euros. Ok. Et là, vous voyez, on commence à avoir un nombre de références insane, surtout dans le très haut de gamme. Ah non, on a des 6700 XT à plus de 1000 euros, tout de même, la ASRock qui reste à plus de 1000 euros. La première 3080 à 1380. 3080 1380, bien joué. La première 3080 Ti à 1680. Une très grosse différence, hein, tout de même. 300 euros entre la première 3080 et la première 3080 Ti. Quand même un gros écart. Et forcément, on a toujours plus cher, hein. On a toujours la Saphir la moins chère des 6900 XT à 1770 euros. Et je suis en train de chercher la moins chère des 3090 et c'est la Evga à 2280 euros. La plus chère reste la 3090 Asus Gundam à 2900 euros. Ça, c'est ce qui était disponible du coup ce matin à... On a la date à 10h33. Tout de même 41 références disponibles, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on nous a habitué ces temps derniers. Le problème, c'est qu'on n'a toujours rien sous les 400 euros. Voilà, et en plus à 400 euros, on a des 1660, donc ça fait très très mal. Aïe, les soucis avec les FGA pas au courant. J'ai jamais, j'avoue que pas de mon côté, mais après, on n'est jamais à l'abri d'un souci, malheureusement. Ensuite, effectivement, comme je vous le disais, cet écart là entre 500 et 800, on n'a rien. On a les 1660 entre 400 et 500. Et après, les 6700 XT qui commencent à 800 et des poussières. Et la majorité des cartes qui sont à plus de 1000 euros, voire plus de quasiment 1400, qui s'étendent jusqu'à 2900. 2900, c'est très cher, bien sûr. Et du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui n'est pas parti dans la journée? On a toujours la 1660 de GB à 410 euros. Ça fait quand même très mal, hein, de voir ces prix. La 1660 Super d'Asus, 440, ça aussi, hein, ça fait quand même très mal. Et après, on passe sur les 6700 XT, hein, voilà, on passe de 439 à 870 tout de même. Donc toujours ces 6700 XT qui sont quand même encore à des prix très élevés, hein. On le voit quand même, notamment celle-là, hein, celle-là qui est au moins cher qu'elle l'a été. Elle a été quand même jusqu'à 1250, mais 1050, ça reste trop élevé. Et une 6700 XT au-dessus des 3070 Ti, ça fait quand même un peu mal, sans se mentir. On voit que les 3070 sont partis du coup, plus de 3070. Par contre, il nous reste des 3080, 3080 à partir de 1400 euros. Il y en avait des moins chers, hein. Donc pareil, hein, comme d'hab, les moins chers partent et celles qui ont encore des prix qui sont pas encore assez redescendus restent. Pas mal de 3080 Ti, hein. Bon, elles sont à des prix très élevés. En plus, elles sont taguées LHR, donc n'intéresseront pas les mineurs. Ça risque aussi de faire baisser des prix, hein, petit à petit. Et la moins chère des 6900 XT, hein, on a l'habitude. Et après, ça devient très cher, au-dessus de 2000 euros. On a bien sûr des 3090, des 6900 XT. Mais des cartes qui sont à des prix juste insane. Et la carte la plus chère, et qui est vraiment, vraiment la plus chère, hein, vous voyez ici 2900.
celle qui est juste en dessous, la deuxième plus chère, elle est à 2760, ce qui est déjà un écart assez énorme. Sachant que c'est toutes les deux des 3090, hein, et qu'en termes de perf, on est sur du kiff-kiff. A noter qu'en plus, celle-là a un waterblock intégré, donc un peu de plus-value. Des prix toujours très élevés, des prix qui baissent doucement. Malheureusement, ça commence en termes de disponibilité, surtout sur le très haut de gamme et le très cher, malheureusement. Donc on attend encore, hein, les gens qui ne sont pas prêts à mettre 2000 euros, et ils sont légion dans leur carte graphique, et bah, ils doivent encore et toujours attendre ou trouver des moyens alternatifs pour acheter des cartes graphiques. Ça s'améliore, mais un peu trop doucement, et on pense toujours pas assez à l'accessibilité, à l'entrée de gamme, et moi c'est ce qui me chagrine le plus. En tout cas, on est quand même sur un début de mieux, et ça fait plaisir. Ça conclut notre point Actu Hardware. Pour une fois, je ne suis pas en retard, incroyable. Merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous invite... ça fait dans un peu longtemps, le prochain Black Friday. On a du temps du coup. Je vous invite à faire des retours comme d'hab pour m'aider à progresser, et on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité hardware. À noter que c'est probablement ma dernière semaine de point actu hardware avant une petite pause pour l'été. Je pense que c'est mérité, que ça va un peu s'essouffler. Pendant l'été, il y aura moins de news, donc je garderai pas cette édition quotidienne. À voir si j'en fais des ponctuels ou pas, mais je pense changer, faire une petite pause. Voilà, encore à discuter, mais en tout cas, merci d'avoir regardé et à demain.